Au sommaire de cette édition, l'église SEMA de Daloa dans l'ouest de la Côte d'Ivoire a organisé sa 10e convention nationale. Au Sénégal, Ouad annonce que sa coalition boycottera les futures élections. Rome attend l'aide de Frontex. Enfin, nous terminons à Douma, en Syrie. Les champignons ont remplacé la viande. Mesdames et messieurs, merci de suivre le journal de votre chaîne panafricaine. Ouvrons avec l'actualité locale. L'église SEMA de Daloa, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, a organisé sa 10e convention nationale. Cet important programme à la gloire de Dieu a été placé sous le signe de la paix. À cette occasion, les chrétiens et les populations de la ville ont été appelés à user de dialogue dans le règlement des conflits. Cette 10e convention nationale de l'Église de la mission des alliances chrétiennes, CMA, a porté sur le thème « Au point où nous nous sommes parvenus, marchons d'un même pas ». L'objectif de cette rencontre est d'entretenir les fidèles sur la conduite à tenir dans l'Église de Jésus-Christ en vue de marcher d'un même pas comme prescrit dans la Sainte Écriture de Dieu. Nous les rassemblons ici pour nous entretenir sur notre conduite à tenir dans l'Église, dans notre nation et dans ce monde. Si nous n'acceptons pas de marcher des mêmes pas, nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs. L'orateur principal de cette rencontre, à travers son message, il a souhaité que les chrétiens offrent au monde le modèle d'unité, d'amour pour éviter des divisions. Ils sont appelés à vivre au quotidien dans la vérité de la parole de Dieu et conformer leur vie aux enseignements de la parole de Dieu, qui est une référence, qui est une boussole dans la sanctification. Ça veut dire dans un nouveau style de vie, un nouveau mode de vie conforme précisément à la parole de Dieu. Danse, louange, prière, prestations d'artistes ont marqué cette 10e convention nationale de l'église CMA qui a vu la participation de nombreux pasteurs venus des différentes villes de la Côte d'Ivoire. La 6e édition du RIF, Rassemblement international des femmes, organisé par le ministère catholique d'évangélisation des femmes, MICEF, s'est tenue du 4 au 6 août 2017 sur l'esplanade de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Femmes, couronne de gloire, vit ton appel, tel était le thème de ce RIF 6 avec pour oratrice principale la bergère Yvette Niamki. Femme, couronne de gloire, vit ton appel. Avec un thème aussi évocateur, le RIF 2017 aura été celui de la prise de conscience de la femme en tant que servante de Dieu pour le rayonnement de sa famille, voire de sa nation. Après 2 jours d'adoration, de louanges et surtout d'enseignements riches et divers, les participants de la 6e édition du Rassemblement international des femmes, organisé par le MICEF, le ministère catholique d'évangélisation des femmes, se sont retrouvés le dimanche 6 août 2017 sur l'esplanade de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau pour l'apothéose de ce programme. Cette dernière journée a été marquée par une cérémonie d'effusion et d'intercession pour la Côte d'Ivoire. 2 enseignements ont clos le RIF 2017 avec la servante de Dieu Nathalie Viot et la bergère Yvette Niamke. La première responsable du MICEF est revenue sur le thème principal à travers un sous-thème intitulé « Belle aux yeux de Dieu ». Elle bénit l'Éternel pour la réussite de ce RIF 2017. Je voudrais dire que le bilan pour nous est positif dans la mesure où depuis ces 3 jours, Dieu nous a fait savoir d'abord qu'il nous aimait d'un amour extraordinaire. C'est la première chose. La seconde chose qu'il nous a fait savoir que cet amour est un amour actif. Et donc à cause de cet amour, il ne se taira pas. À cause de cet amour, il ne se donnera pas de repos. Que le salut des femmes paraisse, que leur délivrance paraisse. Mais il le fait pourquoi? Parce qu'il a un objectif. C'est faire d'elles des couronnes de gloire. De sorte qu'elles soient élevées dans cette nation comme un flambeau. Pour les participants également, ce fut des moments intenses de bénédiction. En attendant la 7e édition du RIF, toute la gloire revient à Dieu.
En Afrique, l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade a annoncé que sa coalition politique ne participera plus à aucun scrutin organisé par l'administration du président Macky Sall. La sortie d'Abdoulaye Wade intervient au lendemain des législatives du 30 juillet dernier. L'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade a annoncé que sa coalition politique ne participera plus à aucun scrutin organisé par le régime du président Macky Sall. Cette annonce est la première grande sortie de l'ex-président de 91 ans après le scrutin législatif du 30 juillet, à l'issue duquel sa coalition a remporté 19 sièges, arrivant de facto deuxième derrière la majorité présidentielle qui a obtenu 125 sièges. Non satisfait des résultats publiés par la commission électorale, Wade a promis que la coalition Ouattou qu'il préside fera tout pour empêcher la majorité présidentielle d'organiser une nouvelle élection. L'ancien chef de l'État ferait allusion à la présidentielle de 2019 dont les candidats se font déjà connaître. Cependant, Abdoulaye Wade n'a pas annoncé de recours en annulation du scrutin du 30 juillet qu'il a qualifié de mascarade électorale. 2 ans après son dernier séjour au Sénégal, Wade est rentré le 10 juillet à Dakar pour conduire la liste de la coalition d'opposition Manko Ouattou Sénégal aux dernières législatives. Au Kenya, alors que l'opposition continue de contester les résultats provisoires, les différentes missions d'observateurs déployées au Kenya saluent des élections pacifiques. Selon les observateurs, il n'y a pas eu de piratage du système électoral au Kenya. Contrairement aux accusations du candidat de l'opposition Raila Odinga, il n'y a pas eu de piratage du système électoral au Kenya. C'est du moins le constat dressé par la mission d'observation de la communauté des États d'Afrique de l'Est en conférence de presse ce jeudi à Nairobi, où la vie reprenait peu à peu son cours normal. Les observateurs retiennent plutôt des élections, je cite, propres et nettes. Une déclaration qui intervient au moment où la Commission électorale nationale annonçait l'ouverture d'une enquête pour en savoir un peu plus sur les allégations du leader de l'opposition. La mission d'observation de l'Union africaine décrit pour sa part des élections pacifiques dans l'ensemble. Après avoir sillonné 464 bureaux de vote, la mission dirigée par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki juge le processus conforme aux politiques de l'UA. Elle a tout de même regretté l'insuffisance de l'éducation électorale. Toujours dans l'attente des résultats officiels, la tension reste encore vive dans le pays. Beaucoup craignent des violences comme ce fut le cas en 2007 et en 2013. Les appels au calme se multiplient. Nous voulons que tout cela se termine afin que nous puissions retourner au travail. Nous n'avons pas d'autres sources de revenus. Si nous ne travaillons pas, ce soir-là, nous ne mangeons pas. Depuis l'annonce des premiers résultats qui placent Uhuru Kenyatta en tête avec 54% des voix contre 44% pour son grand rival Raila Odinga, la peur a gagné les esprits. Comme ici à Nairobi, le verdict final est attendu avec beaucoup d'angoisse. Toujours au Kenya, le chef des observateurs de l'Union africaine pour les élections a exhorté les Kenyans à éviter toute violence inutile afin de permettre à la commission électorale indépendante de mener à bien son action. Le chef des observateurs de l'Union africaine pour les élections au Kenya a exhorté les Kenyans à éviter toute violence inutile afin de permettre à la commission électorale indépendante de mener à bien son action. L'appel de Thabo Mbeki intervient dans un contexte politique tendu, l'opposition ayant rejeté les premiers résultats de la présidentielle. Pour l'ancien président sud-africain, il est encore trop tôt pour contester les résultats du vote. Nous devons tous attendre les résultats définitifs. Je n'ai pas entendu ce que l'opposition dit et sur quelle base elle fonde ses allégations. Soyons patients. Pas sûr que son appel soit entendu, l'opposant Raila Odinga dénonce déjà un piratage du système électronique de la commission électorale qui aurait permis le trucage des résultats de la présidentielle. Les pirates, selon le rival de Uhuru Kenyatta, auraient utilisé les codes d'accès de Chris Mosando, responsable informatique de l'organe en charge de l'organisation des élections, dont le corps sans vie a été retrouvé avant le vote avec des marques de torture. La commission électorale affirme qu'elle va enquêter sur ces allégations de piratage de son système informatique. L'Organisation des Nations Unies ONU condamne les passeurs qui exposent au danger les candidats à l'immigration. Les trafiquants du Niger sont les plus indexés par l'ONU. Ils empruntent des voies périlleuses pour éviter la détection et la répression. À 26 ans, Daniel connaît bien les dangers de l'itinéraire vers la Libye. Il a quitté sa patrie, le Cameroun, plus tôt cette année avec son frère et son oncle.
dans le but d'atteindre l'Europe via la Méditerranée. Mais leur voyage a mal tourné. Ils sont tombés sur des trafiquants qui exigeaient d'eux le paiement de 1100 $ supplémentaires. Faute d'argent, Daniel et sa famille ont été jetés dans l'un des centres de détention informels de la Libye, où ils ont été maltraités. Maintenant, nous étions torturés. Nous étions maintenant dans un ghetto où les autres passagers avaient le droit de sortir, mais nous, on ne pouvait pas passer. On avait peur qu'à tout moment, nous, on pouvait s'échapper. Sorti des geôles libyennes après le paiement d'une rançon, Daniel poursuit son voyage jusqu'à Agadez au Niger, point de transit vers la Libye. Mais la ville est désertée par les contrebandiers depuis la mise en place en 2016 par l'Union européenne de trajectoires plus dangereuses à travers le Sahara. Un coup dur pour les passeurs. On ne connaît aucun travail si ce n'est pas ce travail. Vous voyez, donc on a perdu un travail, on a perdu notre vie parce que c'est notre vie. C'est avec ça nous on mange, on fait tout. Vous voyez, mais à cause de la loi, c'est obligé, on va respecter la loi. La loi est plus forte que tout le monde. Alors qu'environ 30% des migrants qui atteignent l'Europe via le Niger pourraient bénéficier d'un statut de protection internationale, le HCR travaille avec les autorités locales pour identifier et protéger les demandeurs d'asile, en particulier ceux qui ont peut-être fui la guerre ou la persécution. Cette loi met les gens dans une situation telle que ils vont devenir pauvres, ils seront dans le déniement et au bout d'un certain temps, ils seront difficiles à contrôler. C'est ça en fait notre préoccupation. Selon l'OIM, quelques 1000 migrants ont été sauvés depuis avril dans le désert nord du Niger. Tous prenaient la direction de la Libye, d'où plus de 600 000 personnes se sont lancées sur des embarcations fragiles pour l'Europe au cours des 4 dernières années. À l'international, l'Italie essaie par tous les moyens d'obtenir l'aide de ses partenaires européens pour faire face à l'arrivée massive de migrants. Rome attend beaucoup de l'Agence européenne de surveillance des frontières extérieures de l'Union Frontex. L'Italie est sur tous les fronts pour essayer d'obtenir l'aide de ses partenaires européens face à l'arrivée massive de migrants. Rome s'est tournée vers Frontex, l'Agence européenne de surveillance des frontières extérieures de l'Union. Les participants à l'opération de secours en Méditerranée, l'opération Triton, se disent prêts à des efforts mais ne souhaitent pas ouvrir leurs ports aux navires transportant des migrants, explique le directeur de Frontex. Un plan opérationnel pour être adopté doit aussi faire l'accord de tous les États membres participants. Donc ce n'est pas qu'une question entre l'Italie et Frontex. J'ai entendu une demande italienne, mais je n'ai pas entendu d'États membres disponibles. Un groupe de travail devrait être mis en place pour élaborer un nouveau plan opérationnel. Selon les règles actuelles, c'est le pays hôte de la mission qui doit se charger de l'accueil des migrants sauvés par les navires de Frontex, explique Marco Bertotto de Médecins sans frontières. Comme les autorités italiennes sont en charge de la coordination des actions de sauvetage, elles sont aussi responsables de la désignation des ports pour le débarquement des migrants. Vu le manque d'accords bilatéraux et si l'on part du principe que des pays comme la Libye et la Tunisie ne peuvent certainement pas être considérés comme des pays sûrs, l'Italie a la charge de faciliter le débarquement des migrants. Frontex a mobilisé jusqu'à maintenant près de 400 personnes pour aider l'Italie. L'agence européenne déploie aussi 12 bateaux et 3 avions dans le cadre de l'opération. Un dernier conseil des ministres s'est réuni en France avant la trêve estivale. C'est la première pause du gouvernement Macron. Madame Flessel, juste un mot. Madame Flessel, juste un petit mot. Non, un tout petit mot. Monsieur Le Drian, s'il vous plaît. Monsieur Le Drian, un petit mot. Qu'est-ce que vous faites pendant vos vacances? S'il vous plaît. Est-ce qu'on vous souhaite de bonnes vacances? Oui. Ce sera où? Est-ce que la France savait que des œufs potentiellement contaminés pouvaient circuler en France? Vous nous approchez, vous répondre à la question?
Voilà. S'il vous plaît, mesdames. Comment passez-vous vos vacances? Il sera 6 heures, vous avez le droit de préparer. Monsieur le Un petit mot, s'il vous plaît, monsieur le Premier ministre, un petit mot. Vous passez-vous vos vacances? S'il vous plaît, sur ce qui s'est passé ce matin. Monsieur Collomb, un mot sur ce qui s'est passé ce matin. Ça va être pour les militaires. Vous voulez pas nous dire un petit mot là-dessus? Tout à l'heure. Pour le président, c'est franchement, il y avait de la lumière. Nous allons sur place avec. Madame Bourreau. Madame Bourreau. Où partirez-vous en vacances? Où partirez-vous en vacances? Pays Basque. Monsieur Castaner, vous nous faites un petit mot sur ce qui s'est passé ce matin? J'enchaîne directement au point presse. Vous voulez pas nous parler là? A tout de suite. Le scandale des œufs contaminés en Europe a atteint des proportions inattendues. Selon les premières conclusions de l'enquête, la présence d'œufs contaminés sur les marchés d'Europe date de plusieurs mois. Regardez cet élément. L'affaire des millions d'œufs contaminés au fipronil vire au scandale sanitaire en Europe. Si les œufs déjà identifiés ont rapidement été détruits, comme ici en Allemagne, cela fait des mois que l'insecticide a été détecté aux Pays-Bas, mais aucune alerte n'aurait été lancée. C'est ce qu'a annoncé mercredi le ministre belge de l'Agriculture. Un rapport de l'agence néerlandaise transmis à son ministre néerlandais qui fait état du constat de présence de fipronil au niveau des œufs néerlandais dès la fin novembre 2016. À ce stade, 5 pays sont concernés par cette crise sanitaire, mais d'autres États pourraient être affectés, les Pays-Bas étant un producteur mondial d'œufs en batterie. À Bruxelles, la Commission européenne reste en alerte. Les États membres ont la responsabilité première de mener des enquêtes et de prendre des mesures appropriées. La Commission va continuer à prendre toutes les mesures adéquates pour assister les États dans leurs tâches. En France, au moins 5 entreprises agroalimentaires auraient utilisé des œufs contaminés au fipronil. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'insecticide est considéré comme modérément toxique pour l'homme. En réaction aux sanctions, le président russe Vladimir Poutine a annoncé le renvoi de 755 diplomates. Le Kremlin avait promis une réaction face à la fermeté de Washington. Vladimir Poutine en pleine démonstration de force. Le président russe montre les muscles et campe sur ses positions face aux États-Unis. La crise diplomatique entre Moscou et Washington s'enlise. À la télévision ce dimanche, le président russe a confirmé l'expulsion de 750 employés diplomatiques américains. Une réponse aux nouvelles sanctions prévues par les États-Unis. J'ai décidé qu'il était temps de montrer que nous n'allons pas laisser cette situation sans réponse. Quant à la représentation diplomatique, c'est significatif parce qu'il y a plus de 1000 salariés, des diplomates et le personnel technique qui travaillent en Russie. Les personnels des États-Unis et de la Russie ont jusqu'au 1er septembre pour quitter leur poste. La semaine dernière, les sénateurs américains ont approuvé une nouvelle liste de sanctions pour répondre à l'ingérence de Moscou lors de l'élection présidentielle du pays et suite à l'annexion de la Crimée. Lors de son déplacement en Estonie, le vice-président américain Mike Pence a indiqué que Washington agira contre l'expansionnisme russe. Les activités de déstabilisation de la Russie, son soutien au régime dévoyé, ses activités en Ukraine sont inacceptables. Le président a été très clair. Très bientôt, il signera les sanctions votées par le Congrès des États-Unis. Cette signature risque de mettre le président des États-Unis dans une situation délicate, lui qui espère faire de Vladimir Poutine un allié. Ces expulsions réduiront à 450 le nombre d'employés diplomatiques américains en Russie.
pour atteindre le même chiffre que celui des Russes présents sur le sol des États-Unis depuis les derniers renvois décidés par Barack Obama. En Grande-Bretagne, une start-up française propose du coavionnage sur l'aérodrome de North Ridley. Les désireux peuvent survoler la capitale britannique grâce à une application. Soma est méticuleux. Avec 290 heures de vol derrière lui, ce pilote de 34 ans effectue les derniers contrôles sur son avion avant de s'envoler pour une balade au-dessus de Londres avec son passager du jour. Quand on vole pour la première fois de la journée, il faut vraiment s'assurer de vérifier entièrement l'avion. C'est très important. C'est son 4e vol pour Wingly, la start-up française qui met en relation pilote et passager. Ça s'appelle le coavionnage. Wingly ne rémunère pas les pilotes, les frais sont partagés. J'accumule des heures de vol à moindre coût et le passager profite d'un vol de plaisance pour la première fois de sa vie. C'est une expérience à bord d'un avion à petit moteur comme celui-ci. Très populaire au Royaume-Uni et en Allemagne, le service a mis longtemps à décoller en France. La faute à une régulation très stricte, désormais levée. La petite start-up française compte 80 000 inscrits dans les 3 pays, dont 6 000 pilotes. Pour Adam, c'est la 2e fois. C'est vraiment un moyen super pour voler, c'est une expérience vraiment unique. La première fois, j'ai emmené ma copine pour un voyage surprise en France. On a pris l'avion le matin, on a déjeuné, bu du vin, et ensuite on est revenu dans la soirée. Grâce à l'application mobile, on peut s'offrir une escapade d'un jour Londres-Le Touquet en quelques clics. Pour 2 personnes, il faut compter environ 200 € par passager. Les vols couvrent généralement des petites distances et peuvent être annulés à tout moment en raison de la météo. Aujourd'hui, on se rend vraiment sur une clientèle plus loisir qui recherche surtout une expérience. On va aller de Londres par exemple à Jersey. C'est quelque chose qui n'est pas fait par l'aviation commerciale ou pas fait par d'autres moyens de transport. Lui-même pilote, le fondateur de Wingly veut faire de l'aviation privée un moyen de transport pour tous. Les infrastructures existent déjà. En France par exemple, on compte 450 aérodromes pour 200 gares TGV à peine. Nous terminons ce journal en Syrie. Le secteur de l'élevage est fortement sinistré par les longs mois de violence. Pour remplacer la viande dans les différents mets, plusieurs Syriens se sont tournés vers les champignons. Ce secteur attire de nombreuses personnes. Dans un bâtiment en ruine près de Damas, ces Syriens ont peut-être trouvé la solution pour subvenir aux besoins de la population. Ici, dans la Ghouta orientale, une zone tenue par les rebelles et assiégée par le régime, ils cultivent des champignons, une culture très peu répandue en Syrie jusqu'à présent. Le premier objectif est d'assurer une alimentation alternative à la viande dans la Ghouta orientale. Ensuite, ça permet d'employer de la main-d'œuvre. Et enfin, le but est de développer l'apprentissage de la culture du champignon auprès des familles pour leur assurer une alimentation minimale. Le champignon, riche en protéines, est cultivé de manière artisanale avec de la paille. Elle est bouillie et pasteurisée avant d'être ensemencée avec des graines d'orge qui sont elles-mêmes colonisées par le mycélium de champignons. En 3 mois, 1 kg de paille ensemencée donne entre 600 et 800 grammes de champignons, une manière de combler le manque de viande à cause du siège. Le blocus qui nous est imposé est très dur. Il ne laisse absolument pas entrer de provisions dans la Ghouta. Le kilo de bœuf vaut environ 6 € aujourd'hui et le kilo d'agneau 8 €. Les gens n'ont pas les moyens. Celui qui a 4 ou 5 enfants, comment il fait? Les marchés ne manquent pas de légumes, mais la viande est inabordable. Alors, l'association distribue gratuitement des champignons aux malades et aux plus pauvres. 1300 kilos de champignons sont produits en 3 mois et distribués à 600 bénéficiaires qui doivent apprendre à préparer cet aliment jusqu'ici absent de la cuisine locale. Si tu peux manger des champignons, ça veut dire que tu as beaucoup de chance. C'est riche en protéines, comme si tu mangeais une assiette de poisson, de poulet ou de viande. Mais tu n'as pas les moyens, alors que tu peux avoir des champignons. Mohamed a appris rapidement comment cuisiner les champignons, frits, grillés ou bouillis. Et ses enfants qui n'en avaient jamais goûté avant s'habituent à ce nouveau régime imposé par 4 ans de siège sur la Ghouta. Fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Excellente suite de programmes sur The Blessing Channel. Dieu vous bénisse.